Bienvenue à tous. Que vous soyez jeune ou moins jeune, physicien nucléaire ou conducteur de bus, sans jugement bien sûr, vous êtes ici pour en savoir plus, en apprendre davantage sur le monde qui vous entoure. Il caille ici, hein. Je crois que je vais me mettre un petit plaid là. Salut à vous les vous édiciens. Au fait, on n'oublie pas, on me bombarde les vidéos de pouces bleus, ça fait toujours plaisir, hein. Les zones polaires couvrent une très grande surface sur notre planète. Autrement appelées zones froides, ce sont des régions aux conditions de vie très difficiles. Mais pourquoi ce sont des régions où le climat est froid d'ailleurs? Parce que si j'y vais, pas le choix, faut que je mette mon North Face, hein. C'est faux! Tout simplement, c'est dû à l'exposition au soleil. Celle-ci est nettement moins prononcée que dans les régions plus chaudes. Schématiquement, on peut le représenter comme ça. Pour une même quantité de lumière, la zone ensoleillée en équateur est bien plus petite qu'au pôle. La lumière disponible va donc se répartir et les zones polaires recevront donc globalement moins de lumière, donc moins de chaleur. En conséquence, les saisons en sont aussi impactées. De la même façon que pour les températures, l'inclinaison de la Terre par rapport au Soleil va jouer sur la durée de la lumière chaque jour. En été, le pôle Nord est incliné vers le Soleil, les journées seront donc plus longues. En hiver, c'est le contraire. Vous l'aurez compris, pour l'hémisphère sud, c'est l'inverse. Dans certains endroits des pôles, la présence du Soleil va même varier sur plusieurs semaines en fonction des saisons. Cela étant dit, on distingue donc l'hémisphère nord de l'hémisphère sud, qui sont sensiblement très différents, avec des régions bien spécifiques. Commençons par le nord. C'est le Nord. À ce pôle, les températures avoisinent les moins 40 degrés en hiver contre à peu près 0 degrés en été. On retrouve l'Arctique, le Groenland, le haut du Canada, l'Alaska et la Sibérie. L'Arctique n'est pas terrestre. C'est une vaste étendue d'eau recouverte par une couche de glace d'eau salée flottante appelée banquise. Celle-ci se forme chaque hiver en emprisonnant l'eau dans la glace et fond en partie l'été. Le Groenland est une île d'une superficie de 2,2 millions de km², soit 4 fois la France, qui se mêle en partie avec le pôle Nord. 80% de la surface de l'île est recouverte par un des deux inland seas présents sur notre planète. Ce sont de très larges glaciers de plus de 50 000 km². Contrairement à la banquise, ils sont faits d'eau douce. En effet, l'eau qui est tombée du ciel sous la forme de neige s'est compactée en glace avec le temps. Ces inland seas se distinguent des calottes glaciaires qui, elles, ont une superficie inférieure à 50 000 km². Elles prennent généralement la forme de dômes. Le reste du Groenland, qui descend très bas jusqu'à des latitudes équivalentes à celles de l'Écosse, a des températures beaucoup plus tempérées. Le peuple inuit habite ces régions très froides au Groenland et dans sa capitale Nuuk, ainsi qu'en Sibérie, en Alaska et sur les îles de la mer de Bering. On en compte aujourd'hui plus de 160 000. En cohabitation plus ou moins étroite avec les humains vivent aussi de nombreuses espèces animales. Les chiens esquimaux, l'ours blanc, des espèces d'oiseaux tels que la chouette harfang, le faucon pèlerin ou le goéland arctique, mais aussi des insectes ou encore de très nombreuses espèces marines telles que les baleines grises, les cachalots, les phoques, etc. Ça va mes petits mammifères! Le dernier point typique de cette région polaire, c'est la présence de nombreux icebergs. Emblématique du film Titanic, ceux-ci correspondent à des blocs de glace détachés des inland seas, des calottes polaires ou des langues glaciaires terrestres, donc composées d'eau douce. La quasi-totalité du volume d'un iceberg se retrouve sous le niveau de la mer, compte à peu près une dizaine de pourcents en surface. Et ceci s'explique par le principe d'Archimède. Je vous invite à regarder ce que c'est le principe d'Archimède sur internet pour un peu plus comprendre comment fonctionnent les icebergs. Passons maintenant au pôle sud de notre planète. C'est Le sud. Ici, c'est simple, c'est l'Antarctique. Pour la petite histoire, le continent ne fut découvert que dans les années 1820 et les hommes ne s'y aventurèrent pour la première fois qu'en 1895. Contrairement à l'Arctique, l'Antarctique est bien un continent, donc de la roche entourée d'eau. D'une superficie de 14 millions de km², la masse rocheuse est recouverte d'eau douce glacée et ceinturée d'une banquise qui varie entre 4 et 20 millions de km² suivant les saisons. Pour vous donner un ordre de grandeur, la superficie de l'Antarctique peut facilement atteindre celle de l'Afrique en hiver. Comme tout continent, on y retrouve des chaînes de montagnes avec son point culminant à 4897 mètres à l'ouest, ainsi que de nombreux volcans, 138 pour être exact. L'Antarctique, c'est environ 30 millions de mètres cubes de glace, soit environ 70% de toute l'eau contenue sur notre planète. So huge!
C'est aussi le désert le moins clément du monde, avec des températures maximales enregistrées allant jusqu'à -100 degrés, mais aussi une région très sec avec seulement 50 mm d'eau par an et des vents très violents allant jusqu'à 300 km/h, 350 km/h. Autant te dire que c'est pas le Club Med, mon pote, hein. Il fait au moins 8000. Les températures estivales, beaucoup plus douces, varient entre 0 et 18 degrés. Autant me dire que c'est presque le Club Med, hein. Comme pour l'Arctique, la faune très adaptée à ce climat y est très présente et abondante. Néanmoins, celle-ci est principalement aquatique car les températures sont plus douces dans l'eau. On compte plus de 200 espèces de poissons, plus de 1000 espèces de mollusques et éponges, ou bien encore des mammifères marins tels que la baleine bleue, le rorqual, le cachalot, le lion de mer ou le phoque, mais aussi de la microfaune comme le zooplancton et le krill, et bien sûr encore des insectes. C'est aussi bien évidemment le paradis des manchots et des pingouins. On leur fait coucou les petits gars, on leur fait coucou. La flore a en revanche beaucoup de mal à persister sur ce continent. On retrouve quand même quelques espèces de mousses, lichens et algues présents sur les surfaces rocheuses et humides, ainsi que 2 espèces de fleurs, la canche antarctique et une variété de sagines. Il n'y a pas d'habitants à proprement parler sur l'Antarctique, mais quelques 3000 scientifiques et chercheurs environ de 40 nations différentes qui travaillent chaque jour pour étudier le continent. Des excursions touristiques sont aussi proposées depuis le Chili ou l'Argentine. Maintenant qu'on a un peu détaillé les 2 régions polaires de notre globe, qu'en est-il du dérèglement climatique et de son impact sur ces environnements? La glace fond, c'est un fait, mais de quelle manière et quelles en sont les conséquences? Comme nous avons pu le voir, les cycles saisonniers jouent un rôle naturel sur la fonte des glaces, mais l'homme est responsable de son accélération et de son aggravation. L'industrialisation et nos émissions de gaz carbonique et gaz à effet de serre ne font qu'accentuer ces écarts. Encore une fois, détaillons cela d'un pôle à l'autre. Au pôle Nord, situé plus proche des régions peuplées et industrialisées, les changements se font plus ressentir. Les températures augmentent, que ce soit dans l'air ou dans les courants océaniques. Au pôle, la concentration des gaz à effet de serre est plus forte. Cela entraîne inexorablement une augmentation des températures. En 2019, c'est presque 5 degrés supplémentaires qui ont été enregistrés en Arctique par rapport aux années 80 à 2000. Les courants océaniques sont scindés en 2 parties, avec les eaux denses, froides et salées en profondeur, et les eaux moins denses, peu salées et chaudes en surface. Lors de leur périple, ces courants marins traversent le globe, réchauffent les régions tropicales, s'évaporent au fur et à mesure et relâchent donc la chaleur dans l'atmosphère et arrivent donc au pôle plus froid et plus dense et tendent à plonger en profondeur. Dans les faits, l'eau se réchauffe elle aussi et arrive donc à destination plus chaude, avec environ 2,5 à 3 degrés supplémentaires aujourd'hui. La banquise dans ce cheminement est censée jouer un rôle de bouclier. Du fait de ses propriétés, notamment liées à sa couleur, elle est censée réfléchir les rayons du soleil, c'est le principe d'albédo, et donc permet de refroidir l'eau. Puisqu'elles font elles aussi de plus en plus, les eaux sombres non recouvertes de glace emmagasinent davantage de chaleur et réchauffent donc globalement les courants marins. Couplé à ça, le pergélisol, qui est une couche gelée du sol qui reste à une température inférieure ou égale à 0 degré pendant au moins 2 ans, fond aussi. Cette couche, présente en majorité au Canada, renferme une quantité astronomique de gaz à effet de serre. Lorsqu'il est libéré dans l'atmosphère, la planète se réchauffe toujours plus. Vous l'aurez compris, après tout ce que je viens de dire, tout est lié et c'est un circuit sans fin. D'un point de vue purement quantitatif, au Groenland, la surface sujette à la fonte des glaces s'est agrandie de 40% à basse comme à haute altitude. L'extension de la banquise arctique a été diminuée de plus de 30% entre le début des années 1980 et la fin des années 2000. Un point de non-retour a déjà été atteint pour l'Arctique, à tel point que les températures devraient augmenter de 5 à 9 degrés d'ici 2080. En plus de l'impact humain sur le dérèglement climatique, des phénomènes naturels viennent aussi fragiliser la banquise. Les vents violents qui soufflent sur l'Arctique et le Groenland sont capables de fissurer la glace et les rendre plus vulnérables pendant les épisodes de fonte. Qu'en est-il de la fonte des glaces en Antarctique? L'Antarctique, bien que beaucoup plus grand, fait face lui aussi à de nombreux changements. Il est scindé en 3 parties pour étudier ses variations, l'Est, l'Ouest et la péninsule. Autour de l'Antarctique, l'extension de la banquise est en légère augmentation avec de forts contrastes régionaux. L'Antarctique de l'Est correspond à la partie de la calotte glaciaire la plus importante, la plus élevée, mais aussi la plus stable. Globalement, la situation est assez constante avec des parties qui s'amincissent et d'autres qui grossissent. L'Antarctique de l'Ouest est la zone la plus sensible. Bien que difficilement observable, les satellites ont observé
observé un bilan de masse négatif dans cette région. Enfin, la péninsule est la région la plus chaude. Celle-ci a gagné plus de 3 degrés en 50 ans, ce qui provoque une fonte accélérée et un détachement de grandes plateformes de glace au contact des eaux océaniques. Pour résumer, le bilan sur les deux pôles est assez catastrophique quand même. Entre 1994 et 2017, 28 000 milliards de tonnes de glace ont disparu, soit l'équivalent d'une couche de 100 mètres de glace d'épaisseur recouvrant l'intégralité du Royaume-Uni. Quelles sont donc déjà les conséquences de la fonte de cette glace de nos jours et dans le futur? La fonte des glaces entraîne irrémédiablement la hausse du niveau de la mer. Depuis 1900, le niveau des océans a gagné 20 à 30 cm avec environ 3,4 mm chaque année. En revanche, il faut bien comprendre que la fonte de la banquise ne joue en rien dans l'élévation du niveau de la mer. Ce qui va impacter, c'est la fonte des glaciers d'eau douce, donc les inland seas et la calotte glaciaire, ainsi que les glaciers terrestres présents dans les montagnes. D'ici 2100, les chercheurs estiment que le niveau de la mer aura augmenté de 55 cm à 1 mètre. Plus de 10% de la population mondiale côtière sera impactée par ces phénomènes et devra être délocalisée. Cela impactera aussi les changements climatiques avec des perturbations plus extrêmes dans les régions les plus épargnées jusqu'ici. Hashtag cyclone, tu connais. L'écart des températures saisonnières sera aussi plus important avec des hivers plus froids et des étés plus chauds. Un point peu probable mais assez représentatif dont j'aimerais vous parler, c'est la montée du niveau de la mer si toute la classe de l'Arctique et de l'Antarctique fondait. À votre avis, 70 mètres. Tu vois, l'abîme appelle l'abîme. Mais encore une fois, comme pour les forêts et la déforestation, nous ne sommes pas tout seuls. Beaucoup d'espèces animales et végétales présentes dans ces régions sont d'ores et déjà impactées par la fonte des glaces et le dérèglement climatique. Que ce soit l'ours polaire qui ne peut vivre sur la terre ferme, les changements d'habitat et d'environnement pour les espèces marines, les perturbations de trajet pour les oiseaux migrateurs, beaucoup d'espèces sont menacées et sont proches même aujourd'hui de l'extinction. Je vous conseille de regarder l'épisode sur les environnements polaires de la série Our Planet disponible sur Netflix pour vous rendre compte de l'impact du dérèglement climatique et de l'homme sur ces milieux. Et vous pouvez regarder aussi pour les autres environnements, c'est bon à voir dans tous les cas. Mais non. Mais... Sérieusement, mec? Eh, arrête. Non, mais tu mets... Billy, qu'est-ce que tu fous là? Mec, je soutiens la cause des ours polaires en restant un jour entier dans mon frigo. Mais c'est débile, ça a aucun sens. Allez, sors de là. Non, franchement, je suis bien ici, hein. Ok, bah vas-y, reste-y. Aïe. Bien que la fonte des glaces soit aujourd'hui irrémédiable, il est en revanche possible de la ralentir et de protéger au maximum ces environnements, ainsi que de se préparer au scénario de la montée des eaux. Réduire et adapter notre consommation d'énergie, protéger nos forêts, mieux gérer nos déchets sont les clés d'une meilleure gestion de nos émissions carbone. De plus, il est nécessaire de préserver les espèces présentes dans ces milieux en évitant un maximum la chasse et le tourisme qui perturbent gravement ces écosystèmes. L'IAATO, International Association of Antarctica Tour Operators, est une association qui se charge d'animer et de soutenir un tourisme respectueux de l'Antarctique et qui participe aussi aux réunions consultatives du traité de l'Antarctique. Enfin, il est nécessaire de plus et mieux préparer nos côtes mondiales aux conséquences de la montée du niveau de la mer. Se pourrait-il que des fragments d'une protoplanète soient présents sous nos pieds ? Lors de la Lunar and Planetary Science Conference en 2021, des chercheurs ont présenté une étude qui montrerait que des restes d'une ancienne planète nommée Theia seraient présents en profondeur dans la Terre. D'après les scientifiques, ils se sont installés dans le manteau de notre planète il y a 4 milliards d'années suite à la collision des deux planètes. Enfouis à plus de 3000 km de profondeur, ces deux fragments appelés superpanaches sont présents sous l'Afrique et le Pacifique et mesurent plus de 3000 km, soit presque 6% de la planète Terre à eux deux. L'île mystérieuse. Fait encore plus intéressant, les débris de l'impact de ces deux planètes auraient créé notre Lune. Les chercheurs ont fait cette hypothèse suite à une modélisation numérique de cette collision. Ils ont créé plusieurs scénarios en faisant varier la masse et la densité de Theia pour comprendre comment ces superpanaches d'une composition chimique différente du manteau ont pu se retrouver là.
Mais cette étude, complètement folle, dans le bon sens du terme, pourrait être aussi complètement fausse. En effet, les outils pour modéliser et analyser des objets aussi profonds sont quand même limités. Ces superpanaches pourraient aussi correspondre à une sorte de cimetière d'anciennes croûtes océaniques, ou encore à la cristallisation d'un ancien magma primaire de notre planète Terre plus jeune. Autre option, ce serait des résidus du manteau terrestre primitif ayant survécu à l'impact avec Theia. Alors, à votre avis, laquelle de ces 4 options est la bonne? Perso, je n'en ai aucune idée, l'avenir des recherches sur le sujet nous le dira. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à réagir en commentaire de la vidéo si vous avez des questions ou des remarques. Petit pouce bleu, activation de la cloche et abonnement. Je vous dis à bientôt les amis.